Aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier. C'est les 3 ans de la chaîne. Je vous remercie énormément de faire vivre cette chaîne jusqu'à aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là, je ne pensais même pas la continuer, je pensais que c'était vraiment un truc sur un coup de tête. Je suis très émue et vraiment très contente que vous soyez toujours à mes côtés. Et pour ce faire, pour parler un peu de la chaîne et pour parler un peu de moi, parce que c'est moi qui suis dans cette chaîne, et de ma carrière d'écriture et de tout ce que, voilà, et puis pour avoir une vidéo un peu spéciale, j'ai envie de dire, entre guillemets, pour ce 9 janvier et pour ces 3 ans, j'ai décidé de faire une foire aux questions sur mes réseaux sociaux. J'avais peur d'avoir absolument aucune question parce que la dernière fois que j'avais demandé, on ne m'en avait pas posé. Ce que je peux comprendre, hein, on peut ne pas voir un... J'ai tapé dans un truc. On peut ne pas voir un tweet ou ne pas avoir de questions à poser. Mais il se trouve que là, vous êtes peut-être une petite dizaine à avoir posé des questions et à en avoir posé plusieurs. Donc du coup, je les ai toutes notées dans mon ordinateur et je vais répondre à ça. Et je vous remercie encore, que ce soit pour vos questions ou pour l'intérêt tout simplement que vous portez à cette chaîne. Parce que moi, je comprends pas. Je ne comprends littéralement pas pourquoi vous êtes là. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. J'ai divisé ces questions en 4 catégories: la lecture, l'écriture, la chaîne et un petit peu des questions hors sujet sur autre chose. Je suis un peu dégoûtée que ma photo de mes larmes sous la mer soit si haute et que du coup vous ne la voyez pas. Bon, elle est très jolie, et nos larmes sous la mer, ça fait quand même partie de mes coups de cœur de l'année. C'est mieux. Du coup, pour cette première catégorie, on va parler lecture. Première question, as-tu un genre d'écriture ou de lecture préféré? Dans les deux cas, j'écris et je lis principalement du fantastique ou de la fantasy. Pour plusieurs raisons. La raison principale étant que la vie en général, c'est pas trop mon délire. Mon temps sur Terre ne me plaît pas plus que ça, je n'apprécie pas la vie plus que ça, et donc du coup, quand je lis ou quand j'écris, j'aime bien m'en échapper et lire et écrire des choses qui n'ont littéralement rien à voir avec la vraie vie. Alors évidemment, il y a quelques exceptions. Je viens de vous dire qu'un de mes coups de cœur de l'année, c'était quand même Nos larmes sous la mer de Jo Riley Black. Les photos que vous voyez là m'ont été offertes quand j'ai acheté mon exemplaire de Hémophilia de Justine Savy, qui est également un roman contemporain. Dans mes coups de cœur, j'ai également Annie and Issues Guide to Fake Dating, qui est du contemporain. Donc il m'arrive d'en lire, pas beaucoup d'en écrire. J'essaye d'écrire un roman contemporain ado depuis 2016-2017, je crois. C'est un peu la galère, mais en règle générale, oui, on reste sur la fantasy, le fantastique, un petit peu d'horreur quand ça reste fantasy fantastique. Je ne lis absolument pas de thriller et de polar et je n'en écrirai pas non plus. Je m'essaye à la science-fiction, mais j'ai beaucoup de mal. Je me sens très bête en lisant de la science-fiction parce que j'ai beaucoup de mal à suivre ce qui se passe. Et oui, des fois je tente un petit peu le contemporain, mais il faut vraiment qu'il y ait une raison derrière ce choix. Soit parce que c'est une copine qui l'a écrit, ou un auteur ou une autrice que je suis particulièrement. Lis-tu des livres qui parlent d'écriture? Alors j'en ai lu pendant un petit moment, mais maintenant j'en lis plus, parce que quand je lis des livres qui parlent d'écriture, je me sens très illégitime. Je ne me reconnais jamais, j'ai toujours l'impression qu'on pointe du doigt ma façon de faire, j'ai toujours l'impression que d'être idiote et de pas savoir ce que je fais et que c'est pour ça que je ne serai jamais publiée, c'est parce que je fais de la merde. Donc j'ai un peu arrêté ce genre de livre, et c'est également pour ça que je préfère les blogs et les chaînes YouTube, parce que la plupart sont animés par des jeunes autoristes ou des autoristes qui ne sont pas encore publiés et qui parlent de méthodes et de manières de faire parfois complètement différentes de la mienne, mais qui n'ont pas toujours, enfin qui, en général, en tout cas celles que je suis, n'ont pas ce ton accusateur, n'ont pas ce ton condescendant, n'ont pas, voilà, c'est juste des gens comme vous et moi qui parlons de notre façon d'écrire et qui avons juste envie de partager notre passion. Et c'est plus une question, voilà, de partage que de conseils. Question numéro 3, quels ont été tes 3 romans coup de cœur de cette année? Et en choisir 3, c'est un peu... c'est compliqué, parce que dans mes romans coup de cœur de cette année, j'ai 10 romans. Si je devais vraiment en choisir 3, les 2 premiers se trouvent derrière moi. Il s'agit de Yellow Jessamine, qui a été un énorme coup de cœur, et le premier de 2021 est vraiment un bouquin que je vous recommande à 100%. Et ça a été un 5 étoiles direct, et j'ai pleuré, et j'ai adoré la plume, et c'était incroyable.
Nous avons également Nos larmes sous la mer de Jo Riley Black, qui est un roman contemporain parlant d'une jeune fille qui doit faire face à un deuil, mais également ses sentiments envers une autre fille et l'homophobie à l'école et ce genre de choses. C'est extrêmement bien écrit, c'est un gros pavé, mais je peux vous assurer que ça se lit tout seul, c'est tout cosy, c'est vraiment comfort reading, tout ce que vous voulez, et je vous le conseille énormément. Le troisième serait sûrement Annie and Issue's Guide to Fake Dating. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Qu'il y a des adaptations de romans BD que tu préfères à l'œuvre originale. Je vais aller à l'encontre de ce que tout le monde pense, mais en règle générale, je trouve toujours les œuvres originales meilleures que les livres. J'ai beaucoup plus apprécié le visionnage d'American Gods que la lecture d'American Gods. J'ai beaucoup plus apprécié le visionnage de À la croisée des mondes, que ce soit le film ou la série, que la lecture de À la croisée des mondes. J'ai beaucoup plus apprécié le visionnage des 3 films Narnia qui font partie des films de mon enfance qu'à la lecture des romans de Narnia. D'ailleurs, j'ai l'intégrale de Narnia et l'intégrale de À la croisée des mondes et je pense vraiment que je vais m'en débarrasser. Est-ce que parmi tous les romans que tu as lus, il y a un personnage auquel tu t'es identifié? C'est assez rare que je m'identifie au personnage parce que je sais pas, je suis assez détachée en fait. Je m'identifie plus au personnage que j'écris par exemple. Mais quand j'avais lu When We Were Magic, je vous avais parlé d'un détail qui m'avait énormément parlé dans cette lecture. Alors je me rappelle plus du prénom du personnage principal, mais pendant tout le bouquin, le personnage principal a un très gros manque de confiance en elle. Elle fait une énorme connerie au début du bouquin, c'est vraiment la première ligne du bouquin, elle tue un mec. Et ses amis vont l'aider à cacher le corps, à régler la situation. Et pendant tout le bouquin, cette jeune femme a tellement peu confiance en elle, tellement tout ça, qu'elle ne comprend pas comment ses amis peuvent l'apprécier et comment ses amis peuvent faire des pieds et des mains pour l'aider en fait. Elle ne comprend pas cet amour qu'elle reçoit parce que elle estime qu'elle ne le mérite pas, elle estime ce genre de choses et c'est quelque chose que je réalise souvent dans ma vie. J'ai pas mal d'amis, que ce soit IRL ou sur internet, et vraiment le fait qu'il y a des gens qui m'apprécient et qui apprécient ma présence et qui veulent passer du temps avec moi ou qui veulent juste discuter avec moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi je me déteste tellement et j'ai tellement aucune confiance en moi, et vraiment quand je vous dis que je me déteste, c'est pas un euphémisme. Je déteste chaque chose qu'il y a en moi, que ce soit ma personnalité, ma façon d'être, mon physique, enfin voilà. Et donc du coup je n'apprécie absolument pas ma compagnie. Vivre avec moi-même c'est assez compliqué. Du coup je ne comprends pas, mais vraiment hein, c'est une incompréhension totale qu'il y ait des gens sur cette terre qui en ont quelque chose à faire de mon existence, des gens sur cette terre qui s'inquiètent pour moi, des gens sur cette terre qui apprécient ma présence, des gens sur cette terre qui ont simplement envie de me voir ou de discuter avec moi ou de m'inviter à leur mariage ou tout simplement d'être dans la même pièce que moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Et des fois je ressens vraiment comme un trop-plein d'émotions et un trop-plein de bonheur instantané quand je réalise ce genre de choses. Quand je rentre le soir d'une soirée entre amis et que je me dis putain, ce soir t'étais entouré de gens qui t'aiment et qui t'apprécient et qui voulaient que tu sois là. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est ça, je m'étais vraiment identifiée dans When We Were Magic. Ta recommandation de roman queer si tu ne devais en garder qu'une, c'est impossible ça. Je ne peux pas en garder qu'une. Lisez Nos larmes sous la mer, lisez Yellow Jessamine, lisez Heartstopper, lisez Cemetery Boys, lisez The Anna Wars, lisez A Dark and Hollow Star, lisez Evelyn Hugo, lisez Legendborn, lisez Dread Nation, lisez Cinderella is Dead, lisez Her Royal Highness, lisez Red, White and Royal Blue, lisez Tant qu'il le faudra, je l'ai toujours pas lu mais je suis sûre que ça va être super, lisez One Last Stop, lisez Felix Ever After, Prieuré de l'Oranger, Heartstopper. Vraiment, je ne peux pas vous faire une recommandation queer. Je suis encore très jeune dans ma lecture de romans queer. Je suis encore très jeune dans ma vie de personne queer déjà également. Ça fait seulement vraiment 1 an que je me dis queer, que j'en parle vraiment plus, que j'en parle sur mes réseaux sociaux, mais aussi ici, que c'est dans mes descriptions sur mes réseaux sociaux, que ça fait partie de ce que j'utilise pour me décrire et ça fait partie de qui je suis. Et pour ce qui est de mes lectures, oui, c'est encore assez récent. C'est encore vraiment, oui, récent que je me lance vraiment là-dedans. Que vraiment, je recherche mes lectures en me disant, je veux lire quelque chose de queer, je veux lire quelque chose vraiment pour ça, parce que j'en ai besoin, j'en ressens le besoin, parce que j'ai envie de retrouver une partie de moi, même si je m'identifie pas énormément, parce que j'ai envie d'en apprendre sur les autres personnes de la communauté qui ne s'identifient pas comme moi, parce qu'on en a besoin, parce que on existe, tout simplement. Une très grosse partie de mes lectures cette année, au moins la moitié de mes lectures cette année étaient des lectures queer.
Quel est le livre qui t'a le plus marqué cette année ou en général? Cette année, c'était Yellow Jessamine. L'année dernière, c'était Fille de rouille, dont je vous ai parlé en long, en large et en travers, et il faut lire Fille de rouille. Je vous l'ai dit, le seul moyen de rendre Fille de rouille meilleure, c'est si Fille de rouille avait été queer. Quand j'étais gamine, il y a pas mal de livres qui m'ont marqué parce que je me disais, en les lisant, j'ai le droit de faire ça, genre en tant qu'autrice, j'ai le droit d'écrire ce genre d'histoire. La première fois que ça m'a fait ça, c'était en lisant L'Ailleurs de Justine Larbalestier. C'est très difficile de parler de L'Ailleurs de Justine Larbalestier parce que pour vous en parler correctement, il faudrait vous spoiler la moitié du bouquin. Mais vraiment un très gros spoiler que vous verrez pas venir en commençant le livre. La base de L'Ailleurs de Justine Larbalestier, c'est que vous ne pouvez pas faire confiance au personnage, c'est une menteuse. Et à partir de là, en fait, votre lecture va être chaotique parce que du début jusqu'à la fin, vous ne savez pas si on vous raconte la vérité ou des gros bobards. Et en arrivant à la fin du livre, vous ne savez toujours pas où vous en êtes dans votre lecture, en fait. Si ce que vous avez lu était la vérité. Surtout, vu l'énorme plot twist pile au milieu du livre. Un livre que j'ai beaucoup de mal à relire maintenant, que je possède toujours et que je possède en anglais d'ailleurs, parce que j'ai grandi, j'ai découvert, j'ai appris énormément de choses sur l'écriture et principalement sur le fait de lire des personnes concernées, parce qu'il se trouve que le personnage principal de L'Ailleurs est une jeune fille noire, une adolescente noire, écrite par une personne blanche. Et donc du coup, maintenant, avec les quelques connaissances que j'ai, parce que je pense que j'ai encore pas mal de choses à déconstruire, surtout au niveau de la littérature, puis au niveau de plein de choses sûrement aussi, j'ai peur de relire ce texte et de ne plus l'apprécier comme il m'a marqué la première fois que je l'ai lu à 14 ans. C'est un bouquin que j'ai lu, alors je l'avais lu en français à 14 ans, mais que j'ai lu en une journée en fait. Pour vous dire à quel point j'étais dans le truc. Et c'est un livre que personne n'a lu et j'aimerais bien en parler avec quelqu'un. Parce qu'il y a une chose dont je parle énormément en tant qu'autrice, dans ma manière d'écrire et surtout dans une, comment dire, sans spoiler, une intrigue, une trope que j'aime beaucoup utiliser, et ça vient de là. Et c'est le plot twist! Quelles sont les sorties que tu attends le plus? Je ne suis jamais au courant des sorties. Je sais, je suis bibliothécaire. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je revoie dans ma manière d'aborder le métier. Je ne suis jamais vraiment au courant des sorties, de ce qui va sortir. Je suis les blogs comme Planète Diversité par exemple, je suis des chaînes Booktube et en fait, c'est vous qui me faites acheter des livres. Il me semble que Casey McKiston va sortir un roman l'année prochaine. Du coup, oui, celui-là, je pense que je vais l'acheter. Sinon, il y a des super sorties l'année prochaine. Cemetery Boys va être traduit. Lisez Cemetery Boys, c'était incroyable. Ils vont également traduire chez Lumen, je crois, The Ones We're Meant to Find, qui est traduit par Ceux que l'on doit retrouver, je crois, avec la même couverture. Je ne l'ai pas encore lu celui-là, mais je pense que c'est quelque chose pour lequel vous devriez être super impatient. Mais sinon, oui, je suis désolée, c'est décevant pour une personne qui travaille en bibliothèque, pour une personne qui lit autant et pour une personne qui vous parle bouquin sur Bookstagram. Mais j'ai pas la moindre idée de ce qui sort l'année prochaine. J'en sais rien du tout. Du coup, si vous avez des sorties intéressantes l'année prochaine, eh ben dites-le moi. Faites-moi signe. J'ai sûrement noté quelque part dans Goodreads des bouquins que je veux lire qui sont toujours pas sortis, mais là de tête, je peux pas vous le dire. Quel est le livre que tu aimes le plus relire? Je ne relis pas mes livres. Voilà, c'est dit rapidement comme ça. Je ne relis pas. Un jour peut-être, hein, on sait jamais, mais il y a tellement de livres à découvrir et il y a tellement de livres que j'ai envie de lire que j'ai pas le temps de relire un livre. Ce serait quoi le roman de fantasy young adulte que tu conseillerais à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de beaucoup lire? Mère morte de Aurélie Wallenstein, Wallenstein, je ne sais jamais comment on prononce. Mère morte, c'était une excellente lecture, c'était très intéressant, ça parlait également de un peu d'écologie, ça avait tout, enfin vraiment un message écologique, avec des personnages intéressants et des personnages queer. Je m'y attendais pas en lisant ce roman. Donc ouais, je pense que déjà on parlerait de Mère morte. Pour commencer, il y avait La Mélansire de Estelle Fitz qui était assez intéressant. Ça peut paraître sorti nulle part. Si vous n'êtes pas là sur ma chaîne depuis le début, vous ne savez pas. Estelle Fitz étant une influenceuse lifestyle et beauté, je crois, à la base, qui avait publié son livre La Mélansire et qui s'était sûrement pris à l'époque encore des critiques comme quoi les influenceuses ne devraient pas écrire parce que blablabla, blablabla, c'est pas de la qualité, parce que nanana, et parce qu'on n'a pas le droit apparemment d'avoir deux passions dans la vie. Si tu parles de make-up, t'as apparemment pas le droit d'écrire. C'était très intéressant comme texte, La Mélansire. Je sais pas si elle n'était pas censée écrire une suite à un moment donné. Mais ça peut se lire tout seul et j'avais vraiment apprécié
Si tout ce qui est sirène, ça t'intéresse, et les créatures aquatiques, et toute une histoire autour de l'amour et du fait d'éradiquer le sentiment d'amour peut t'intéresser, tout ça se passant dans un monde fantastique, mais surtout à Paris, c'est vraiment, je conseille. Vraiment. Ça vient de me revenir parce que je viens de le voir en regardant ma bibliothèque, mais ouais, la Mélanzière. Honnêtement, je pense que ça peut plaire. Je sais pas si c'est considéré comme du young adulte. C'était une très grosse première partie lecture. On passe à la partie écriture maintenant. As-tu une période dans la journée qui t'inspire côté écriture? De toute façon, même si j'en avais une, j'aurais pas forcément le choix. Je travaille pratiquement 40 heures par semaine. J'ai pas forcément le choix du moment où je vais écrire. Que ce soit des minutes grappillées par là, une pause repas de 30 minutes pendant laquelle je mange ma pasta box tout en écrivant, ou le soir éclaté, ou vraiment un week-end où je me promets de faire que ça. Là, je suis en vacances et j'espère faire beaucoup d'écriture pendant mes vacances, mais en vrai, en général, je suis fatiguée de mes semaines de travail, donc du coup, je dors et je joue aux jeux vidéo plus que je n'écris. D'un côté, tant mieux que je n'ai pas besoin d'une période spécifique pour être inspirée, parce que cette période serait sûrement beaucoup sabotée par le travail et le temps que je passe au travail, et également avec ma vie privée et également ce genre de choses. C'est moi ou la luminosité c'est de pire en pire? Est-ce que ce serait pas mieux comme ça avec la lumière? J'ai l'impression que c'est un peu jaune, mais je crois qu'il va falloir faire avec. As-tu une trope que tu aimes particulièrement ou que tu penses exploiter dans un futur projet? Je me suis rendu compte que pour quelqu'un qui n'appréciait pas la romance plus que ça, j'appréciais énormément le Enemies to Lover. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne suivent pas, le Enemies to Lover, c'est principalement quand deux ennemis tombent amoureux à la fin, ou en tout cas au milieu du livre. Et je pense l'exploiter dans mon prochain roman. Puis au final, j'ai remarqué que c'est toujours un petit peu comme ça dans mes livres, même si la romance n'est jamais vraiment mise en avant. À la base, les deux personnages principaux ne s'entendent pas forcément, c'est pas qu'ils s'entendent mal ou qu'ils sont ennemis, mais ils se voient pas être ensemble, et c'est au fil de l'aventure que parfois des liens se tissent. Quels sont tes projets écriture du moment? Alors actuellement, je bosse sur plusieurs choses et j'ai également la tête un petit peu partout. Suite à ma rencontre avec Rajo, je travaille assez profondément sur mon roman de zombies, qui est un roman ado YA, young adulte, avec des zombies et des personnages queer. J'envoie toujours mon roman DM en maison d'édition, avec des personnages queer. J'ai pas mal envie de reprendre une histoire de fées que j'ai commencé à écrire il y a 1 an ou 2, je crois, et que je n'ai jamais terminé. Et en ce moment, ça m'obsède un peu. J'ai un peu envie de retourner dans cet univers et de terminer ce roman avec des personnages queer. Et sinon, j'ai une nouvelle idée de roman sur lequel je planche un petit peu dernièrement. J'adore parce qu'en fait, là, on est mi-décembre. Et je vais poster cette vidéo le 9 janvier. Il y a de grandes chances pour que le 9 janvier, mes plans aient complètement changé. Mais je réfléchis de plus en plus à écrire un roman fantasy sur la trope de l'élu, avec un enemies to lover queer. Mais là, on est vraiment au tout début de l'écriture. Il faut, enfin même pas de l'écriture, de quelques idées jetées ici et là. Parce que là, la priorité, c'est de travailler mon roman de zombie. C'est vraiment la grosse priorité du moment. Qui est ton personnage préféré parmi tous tes romans? Je pense que je suis obligée d'en citer 2. Dans ma tétralogie sur des loups-garous, il y a un personnage qui s'appelle Ingrid. Ingrid, c'est le premier personnage bisexuel que j'ai écrit, le premier personnage bi que j'ai écrit. Et Ingrid, ça a été un petit peu un moyen de faire mon coming out, au moins dans mes bouquins. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi spécialement elle. Elle n'est même pas le personnage principal de l'histoire, mais petit à petit, elle devient de plus en plus importante dans le texte. Et je suis très attachée à cette tétralogie de toute façon de base. C'est le projet dont je suis la plus fière. Et j'aime tous les personnages de cette série. Mais il y a quelque chose chez Ingrid que je peux pas expliquer. C'est peut-être le premier personnage que j'ai vraiment appris à aimer au cours de l'écriture. Et honnêtement, elle fait partie des personnages qui me manquent le plus. Et sinon, eh ben, je triche, hein, mais le personnage principal du roman que j'envoie actuellement en maison d'édition s'appelle Tessa. Et je suis très attachée à Tessa également. Je pense que Ingrid et Tessa vont rester mes 2 personnages préférés très longtemps dans tous les romans que je vais écrire. Tu nous parlais un peu de tes romans, le genre, le pitch, etc. La personne qui a posé cette question ne me connaît pas, ou espère peut-être me pousser un peu à vous parler de mes pitchs et de tout ça, mais vous savez peut-être que je ne le fais pas.
Je sais pas si c'est de la peur ou de la pudeur ou une sensation de illégitimité ou le syndrome de l'imposteur, mais je parle pratiquement très très peu de mes textes. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur mon univers, c'est pas un moyen de faire ma pub, quoique un petit peu, mais vous avez en description de cette chaîne les liens vers mes réseaux sociaux et vous avez le lien vers mon site internet. Sur mon site internet, vous avez une bonne partie de mes romans, enfin de mes projets en général, pas tous, qui ont une page et avec quelques informations dessus. Pas beaucoup, pas assez je pense pour vous donner envie spécifiquement de les lire ou pour voilà, ou pour satisfaire votre curiosité, mais il y a quelques informations comme le genre, certaines tropes ou mots-clés, des esthétiques, des images que j'ai trouvées sur internet ou que j'ai fait sur des, vous savez, genre Artbreeders et ce genre de choses. Et voilà, quelques informations comme la longueur, depuis quand je travaille dessus, si oui ou non ils ont été envoyés à des maisons d'édition, voilà, ce genre d'informations. Tout est répertorié dans mon site. J'essaye de faire en sorte que mon site soit une vitrine de mon travail. Mais alors je sais que c'est très limité parce que j'ose pas encore vraiment parler des choses, mais d'en faire une vitrine le plus possible. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir sur mon site internet. Alors je vais combiner un peu les deux questions suivantes qui sont, enfin les trois questions suivantes, qui sont qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans l'écriture, pourquoi l'écriture d'ailleurs et c'est quoi ton parcours avec l'écriture. Je vais pas vous parler de mon parcours avec l'écriture parce que j'ai toute une vidéo, je crois, de 30 minutes sur cette chaîne qui en parle, qui s'appelle L'écriture et moi et qui est mon parcours d'écriture depuis toute gamine à maintenant. Enfin, en tout cas, il y a quelques mois quand j'ai filmé cette vidéo. Si vraiment vous voulez connaître mon parcours avec l'écriture, si c'est quelque chose qui vous intéresse de savoir comment j'en suis venue à écrire ce que j'écris aujourd'hui, et qu'est-ce que j'écrivais quand j'étais plus jeune, tout ça, et comment j'en suis venue à aimer l'écriture, et mes hauts et mes bas dans ma carrière d'autrice, c'est vers cette vidéo que je vous renvoie, parce qu'elle est longue et parce que du coup, elle vous permettra de vraiment tout savoir plutôt qu'un condensé de 1 minute. Quant à qu'est-ce qui te fait vibrer dans l'écriture et pourquoi l'écriture, c'est une réponse simple et c'est une réponse en général qui j'ai pas envie de dire qui plaît pas, mais que les gens qui n'écrivent peut-être pas ont du mal à se centrer. J'en ai besoin. C'est pas que une question de passion, c'est pas que une question de tout ça, c'est une question que pour moi l'écriture, je mets ça au même niveau que respirer. C'est vital, je ne peux pas m'en passer, ça a toujours été là et j'en ai besoin. Quand je n'écris pas, ça ne va pas. Quand je n'écris pas, je ne me sens pas moi. Quand je n'écris pas, c'est comme un espèce de trop-plein d'émotions. Je suis très sensible comme personne et très anxieuse. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas gérées dans ma vie, qu'il faudrait que je gère probablement autrement que par l'écriture, mais on n'y est pas encore. Et que j'ai besoin, c'est pas forcément le fait d'écrire dessus, mais écrire, ça me permet de vider quelque chose. Je ne saurais pas expliquer ce que c'est, mais quand je n'écris pas, quand je ne peux pas écrire, je ne me sens pas bien, je me sens stressée. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal à accepter le fait que je travaille, même si ça se passe bien ou même tout ce que vous voulez. Parce que quand je suis au travail, je n'écris pas. Et donc, toute la journée, je pense qu'à ça, à l'écriture, à ce que je vais écrire. Même quand on me parle, même quand je fais quelque chose, et je n'ai que l'écriture en tête, je n'ai que mes romans en tête. Et quand j'arrive le soir, je suis trop fatiguée pour écrire, et donc du coup, je ne me sens pas bien. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas expliquer ce qui me fait vibrer, je ne peux pas expliquer pourquoi l'écriture. C'est quelque chose avec lequel je suis persuadée d'être née, quelque chose que j'ai en moi et que j'en ai besoin, autant que j'ai besoin que mon cœur batte, de respirer, autant que j'en ai besoin, c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui ne peut pas être détaché et qui ne peut pas être séparé de moi, c'est 99% de ma personnalité, c'est la seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est-à-dire que oui, j'écris, je lis, oui, je joue à des jeux vidéo, oui, je fais certaines choses, je joue de la musique et j'écoute de la musique et je regarde des séries et ce genre de choses, mais c'est vraiment 1% de ce qui fait ma vie, tout ça. L'écriture, c'est qui je suis, c'est ce que je suis et c'est ce que je ne peux pas séparer de moi, c'est impossible. Je ne peux même pas imaginer ma vie sans l'écriture. Je ne peux pas même pas imaginer la personne que je pourrais être sans l'écriture. J'en ai besoin. C'est un besoin vital. C'est vraiment genre je ne peux pas l'expliquer. C'est comme de l'oxygène. Est-ce que tu as un process particulier quand tu te mets à écrire une histoire? J'ouvre Word et c'est parti.
Je pense qu'on peut difficilement faire plus jardinière que moi. Il m'arrive de prendre des notes, par exemple, là je travaille sur un roman et je prends des notes parce que, mais c'est pas parce que ça fait partie de mon process, c'est parce que je dois finir mon roman de zombie et que pour la première fois une maison d'édition s'intéresse un peu à mon travail, enfin, ou s'intéresse en tout cas à mon travail, et que donc j'ai pas envie de décevoir et que j'ai envie de mettre toutes mes chances de mon côté, mais que je ne peux pas non plus garder cette nouvelle histoire en tête parce que je sais que je vais l'oublier et que j'ai envie de la travailler et que j'ai envie de la cracher, donc du coup je prends des notes sur le côté. Mais 99% du temps, j'ouvre Word et c'est parti en fait, je me pose pas de questions. Parce qu'on pourrait vraiment parler de process, on pourrait peut-être en parler de méthode, je sais pas. Et c'est aussi pour ça que avoir un travail sabote un peu la méthode et ma façon d'écrire. J'ai un très gros souci de concentration, mais que ce soit l'écriture ou tout et n'importe quoi. Et ça depuis toujours. Mon esprit finit toujours par vagabonder à gauche, par aller sur les réseaux sociaux, par me dire tiens, ma liste de courses, et puis demain au travail, et puis tiens, t'as pas fait ça, et puis tiens, tu te rappelles que t'as pas vu Machine depuis longtemps, ce serait bien d'envoyer un message que j'enverrai pas, parce qu'ensuite je vais penser à tiens, qu'est-ce que je vais lire après. Du coup, j'ai découvert pendant des vacances que la meilleure façon pour moi d'écrire et d'être productive et vraiment d'écrire beaucoup, c'est d'ouvrir mon ordinateur. Je suis en train de filmer, mon ordinateur est ouvert là, c'est pas que mes questions, j'ai un fichier aussi d'ouvert. Je me lève le matin, j'ouvre mon ordinateur, j'ouvre mon fichier et je fais ma vie. De temps en temps, je retourne à l'ordinateur, j'écris une phrase et hop, je vais faire autre chose. De temps en temps, ben tiens, j'ai un paragraphe qui me vient, et des fois, si vraiment je suis transportée par le truc, j'arrive à écrire pendant 1 heure, voilà, mais c'est rare. En gros, je fais des allers-retours vers l'écriture, et j'accepte le fait que si au bout de 10 minutes, je n'arrive pas à me concentrer, et ben je vais faire autre chose. J'ai décidé d'accepter mon manque de concentration, et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, j'étais très productive. Je pouvais écrire jusqu'à 2000 mots, parce que je me prenais pas la tête à être bloquée devant mon écran. Putain Cécile, faut que t'écrives, putain Cécile, force-toi, réfléchis, non, pense pas à la liste de courses, non, pense pas à ça, non, pense pas... J'en ai plus rien à faire. J'ouvre le truc, j'écris ma phrase, je me tire, je vais jouer aux jeux vidéo. Tiens, je suis en train de jouer aux jeux vidéo, je me dis tiens, ça serait bien qu'elle lui dise ça. Attends, pause, ching 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 ching. Ok, c'est bon. Tiens, j'ai plus envie de jouer aux vidéos, je vais aller au supermarché. Ok, je vais au supermarché, tout je vais acheter mes trucs, je reviens. Tiens, au supermarché, j'ai pensé à ça. Hop là, une phrase. Hop là, c'est bon, j'y retourne. Tiens, pour le travail, il fallait que je fasse ça. Je vais me le noter quelque part. Je me le note. Oh bah tiens, j'ai une idée. Et j'écris. Oh bah tiens, ça formule un paragraphe. Oh bah tiens, ça fait tout un discours. Oh bah tiens, j'ai écrit une page. Ok. Alors maintenant, je vais écouter de la musique. Tiens, j'ai envie d'écouter Icon for Hire. Tiens, cette phrase, ça m'inspire quelque chose. Et du coup, j'avance comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, j'écris sur une très très grosse plage de temps, sur une très grosse plage horaire, puisqu'en fait, mon ordinateur est allumé du moment où je me lève jusqu'au moment où je décide d'aller me coucher. Et du coup, bah, quand je travaille, c'est compliqué. Bah parce que je suis au travail et que je ne peux pas dire excusez-moi pendant la réunion je vous coupe, j'ai une idée. Et c'est également pour ça que du coup le soir soit je suis fatiguée, j'arrive pas à écrire, soit je suis beaucoup moins productive parce que du coup j'écris et puis je vais penser à une série, je vais penser à un truc et le laps de temps de possibilité d'écriture est beaucoup plus restreinte, beaucoup plus. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que j'aille me coucher quand même. Donc voilà, c'est un petit peu mon process et ma manière d'écrire. Je sais pas si ça répond à ta question. Est-ce qu'il y a des œuvres en particulier qui t'inspirent et t'influencent? J'ai toujours envie de dire non à ça parce que... En fait, à chaque fois que j'ai une idée, ça me frappe comme ça. Je suis en train de faire quelque chose, justement comme je parlais dans la question précédente, et d'un seul coup, il y a un truc qui me frappe. Mais je pense que involontairement, on est tous et toutes inspirés par quelque chose, que ce soit pour l'écriture, la lecture, la musique, tout ce qu'on veut, même des projets en général. Je me suis rendu compte, par exemple, assez tard, que ma trilogie... que je postais à l'époque sur Wattpad est quand même très inspirée du film The Scribbler. On est forcément inspiré par ce qu'on regarde. On est forcément... Quand on a un côté artistique, je pense qu'on voit le monde d'une façon différente, même si on ne s'en rend pas compte. Et je pense qu'on engrange plus d'informations qu'on ne le pense. Ou en tout cas plus d'émotions, peut-être, plus de... Je saurais pas l'expliquer. Je suis pas capable de vous dire, c'est en écoutant telle musique que je me suis dit que j'allais écrire ce roman. Mais parfois, je lis certaines choses dans mes romans et je me dis, tiens... ça aurait pas été involontairement inspiré par ça que t'as regardé la dernière fois, ou par ce truc que t'as écouté une fois quand t'étais gamine, ou par... Vraiment, hein, ma trilogie qui est très inspirée de The Scribbler, je m'en étais même pas rendu compte. Je sais pas pourquoi j'aime autant ce film, je l'ai pas vu depuis des années. Il est bizarre ce film. Je pense que c'est pas considéré comme un bon film. Je sais même pas si vous voyez de quoi je parle. Mais je me suis rendu compte assez tard que c'était inspiré de ce film. Que, en tout cas, même si je l'avais pas fait volontairement, il y a quelques similitudes.
Il y a beaucoup plus de similitudes avec ce film qu'avec Hunger Games, avec lequel mon roman a été constamment comparé et je n'ai jamais compris pourquoi. J'ai une amie, Justine si tu passes par là, qui a été une grande fan d'Hunger Games, et qui l'est peut-être toujours d'ailleurs, et qui a lu, ou en tout cas vu les films Hunger Games, et qui a lu mon roman, au moins le tome 1 de la trilogie, et qui, comme moi, ne comprend pas. Ne comprend pas pourquoi vous faites cette comparaison. Je ne comprends pas. Regardez The Scribbler. C'est pas que c'est beaucoup mieux, mais si un jour ma trilogie sort, j'en doute, vous comprendrez au moins d'où vient l'inspiration. Est-ce qu'il t'arrive d'écouter de la musique pour écrire, ou est-ce que tu préfères être au calme sans bruit? Je ne sais pas faire le calme sans bruit. En fait, c'est intéressant parce que c'est étrange, c'est-à-dire que il faut que le bruit vienne de moi. C'est-à-dire que si j'écris et que ma sœur écoute de la musique, ça va me gonfler. Par contre, si moi je mets une playlist de métal vraiment hardcore, ça me dérangera pas. C'est une façon étrange de voir le silence et de voir le bruit en fait. Je ne suis pas capable de l'expliquer. Si jamais vous avez une explication ou si jamais c'est pareil pour quelqu'un d'autre, dites-moi. Je suis incapable de l'expliquer. C'est-à-dire que quand je vais écrire, mais que ma famille va simplement faire sa vie, hein, pas forcément faire du gros bruit, mais genre le téléphone qui sonne, en bas quelqu'un fait la vaisselle et donc ça fait du bruit, ma soeur qui joue aux jeux vidéo, tout ça, c'est du bruit ambiant qui est pas forcément dérangeant, mais qui moi va me gonfler. Par contre, je peux mettre en plein après-midi du métal, vraiment du death metal hardcore, vraiment à fond les ballons, et je vais pouvoir écrire sans problème. Donc techniquement, je vais te dire que j'ai besoin de calme pour les bruits environnants, mais que moi je vais mettre de la musique. Pratiquement tous mes romans ont une playlist. C'est une playlist qui leur est attribuée avec leur nom, avec les chansons qui vraiment me font penser à l'univers, qui me font me donner l'impression de m'immerger. Je suis pas sûre que ce soit ça le mot. Mais d'être dans mon univers. Si jamais cela vous intéresse, sur mon site internet, sur chaque page justement de mes romans, quand mes romans ont une playlist, cette playlist est partagée et vous pouvez donc aller écouter les playlists de mes romans. Il m'arrive aussi d'écouter des vidéos YouTube, d'écouter, de regarder un film ou de regarder une série pendant que j'écris. Encore une fois, c'est du bruit qui vient de moi. Et ça me convient très bien et ça ne me dérange absolument pas pour écrire. Il y a 2 questions sur cette chaîne YouTube. La première, c'est pourquoi est-ce que tu as commencé cette chaîne YouTube? Il y a 2 raisons. La première, c'est parce que je me sens extrêmement seule dans ce qui est l'écriture. J'ai des amis autour de moi, c'est pas un problème. J'ai une petite sœur, j'ai une famille, c'est pas un problème. Je sais que je ne suis pas seule dans la vie. Voilà, je suis pas seule du tout, mais en ce qui concerne l'écriture, je n'arrive pas à en parler parce que ce ne sont pas des gens qui écrivent et que donc du coup, si je commence à parler écriture pure et dure, bah ouais, je suis toute seule. En face, c'est un peu compliqué de suivre. Et donc du coup, j'avais envie de parler d'écriture avec des gens en dehors de mes réseaux sociaux, de vraiment pas que écrire sur l'écriture, vous voyez, mais de parler écriture, de partager ce que j'écris, de partager ma vie d'autrice, non pas entre guillemets, ma vie d'autrice. Et je me suis dit qu'une chaîne YouTube, ça pouvait être le meilleur moyen de faire ça. Et cette chaîne YouTube a 3 ans au moment où je poste cette vidéo, mais sachez que ça faisait déjà des années avant que j'y pensais et que je filmais des vidéos que vous n'avez jamais vues. J'ai des vidéos, mais alors pixelisée à mort d'une gamine qui parle écriture devant sa caméra parce qu'elle s'était dit ce jour-là je filme et je vais poster, et ensuite en faisant le montage et en s'entendant parler, se trouvant inintéressante ou tout simplement laide, ne l'a jamais fait. Et puis il y a une raison beaucoup plus, je sais pas comment dire, une raison, je sais pas si j'ai honte de cette raison ou je sais pas, mais je veux être autrice. C'est-à-dire que pour ça, eh ben, il faut que je me fasse repérer, il faut que je me fasse voir, il faut que je parle écriture, il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent à moi et à ce que j'écris. Et donc, c'est pour moi un mouvement dans ma carrière d'autrice, si on peut dire ça comme ça. Tous les auteurs et toutes les autrices que moi je suis personnellement ont beaucoup de réseaux sociaux, ont pour certains une chaîne YouTube où ils parlent d'écriture. Ça fait partie de leur plan de com, de leur stratégie de com, de leur moyen d'attirer du monde. Et donc, bah ouais, ça fait aussi partie d'un de mes moyens. Quand je filme cette chaîne, quand je fais des vidéos pour cette chaîne, quand je pense à cette chaîne, je pense au fait que oui, j'ai envie de parler écriture et que oui, j'ai envie vraiment de partager avec vous et d'entendre vos retours et de parler de ma passion. Mais il y a aussi cette chose qui fait que j'ai envie d'être autrice et j'ai envie qu'on me remarque et j'ai envie d'avoir une carrière d'autrice où je vais parler d'écriture toute la journée, penser écriture toute la journée, où cette chaîne
peut-être un portail vers quelque chose. C'est comme mon site internet, il n'existe pas juste parce qu'un jour je me suis réveillée et je me suis dit tiens, et si je tentais WordPress, ça a l'air sympa. Non, il est là parce que j'ai vu que d'autres auteurs et autrices avaient des sites internet. Moi, je veux être une autrice et que donc, eh ben, je passe par la case site internet. Alors, je prends énormément de plaisir à le faire. Franchement, je m'éclate à faire ce site internet et je m'éclate à faire cette chaîne. Mais il y a derrière cette idée un peu, j'ai pas envie de dire marketing, mais cette idée de, pour devenir autrice, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je fasse pour me lancer, ou pour faire un tremplin, ou pour me faire remarquer, ou pour tout simplement, le jour où je serai publiée, peut-être, avoir plus de lecteurs ou de lectrices, avoir plus de monde touché par mon travail. Deuxième question, est-ce que tu as des projets en particulier? Que vois-tu pour l'avenir de ta chaîne? Je pense principalement continuer ce que je fais là, c'est-à-dire vous parler d'écriture, soit par des writing vlogs, donc personnellement ma façon d'écrire, soit avec les discussions d'autrices, qui sont plus des discussions larges sur l'écriture ou sur certains débats sur l'écriture, et vous parler lecture. J'aimerais beaucoup lancer une mini-série de vidéos sur lesquelles je travaille actuellement. Toujours parler d'écriture, mais vraiment un petit truc, des petites vidéos rapides de moins de 5 minutes, mais je vous en parle pas plus parce qu'en fait à chaque fois je pense à beaucoup de choses que je finis par ne jamais faire. Donc voilà, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment, que j'ai un peu scripté. J'en ai déjà filmé 2, j'aimerais en filmer d'autres, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Et il y a quelque chose que j'aimerais énormément faire, quoique peut-être justement en parler dans cette FAQ pourrait me permettre de trouver une solution à mon problème. Avant de faire cette chaîne YouTube, j'avais un blog. Ce qui marchait le mieux sur ce blog et ce que je préférais faire sur ce blog, c'était ce que j'appelais les interviews du dimanche, où j'interviewais des auteurs et autrices, alors pas forcément des gens super connus, hein, mais des personnes avec qui je parle régulièrement sur les réseaux sociaux. J'avais fait avec Birdie Lee, je l'avais fait avec Samantha, avec énormément de monde, en fait, j'en avais beaucoup, et c'était super intéressant de simplement interroger des auteurs et des autrices sur leur manière d'écrire. Et j'aimerais beaucoup relancer ça, et je sais pas comment. Parce que rencontrer des gens, c'est pas dans mes plans. Je fais beaucoup d'anxiété sociale, ce que je suppose être de l'anxiété sociale parce que je ne suis pas diagnostiquée. J'ai peur d'être avec des gens, même parfois les gens que j'aime et que j'apprécie de tout mon cœur. Les déplacements, c'est compliqué. Donc du coup, je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment mettre ça en place. Au bout d'un moment, j'avais pensé à faire un podcast plutôt que des vidéos sur la chaîne. Puis à un moment, j'avais pensé à faire ça au travers de Zoom, de Skype. J'avais pensé à faire ça en live, mais au final, c'est quelque chose qui me fait encore plus flipper. J'aimerais énormément en fait faire des interviews, principalement en fait je voudrais faire des interviews de personnes qui écrivent, donc auteurs et autrices, de femmes et de personnes queer. Parce que j'aimerais mettre en avant leur travail et j'aimerais beaucoup mettre en avant le travail d'auteurs et d'autrices qui commencent, qui débutent ou qui n'ont pas beaucoup de lecteurs et de lectrices ou qui ne sont pas des grands auteurs et qui, voilà, pour faire découvrir ces petites perles qui se cachent parmi nous. Mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Je me suis beaucoup renseignée sur comment faire un podcast pour au final me dire que je sais pas si ça va convenir au format. Je réfléchis aussi beaucoup au travail que ça va demander, comment je vais réussir à squeezer ça entre l'écriture et mon travail de bibliothécaire et mes 14 000 trucs que je me mets en tête comme le fait d'écrire 4 romans en 2022. Voilà, je sais pas du tout comment je vais faire ça. Je sais pas s'il y a une solution miracle. Je sais pas. Je ne sais vraiment pas comment faire ça. C'est vraiment quelque chose que je réfléchis beaucoup depuis quelques mois. J'en ai déjà parlé, je crois même que j'en ai parlé l'année dernière pour la première fois sur mes réseaux sociaux. Mais je n'arrive pas à trouver une solution qui me convienne, qui déjà me convienne à moi et mes limites. Fait également que je ne vis pas toute seule et que donc du coup pour avoir du calme, je ne peux faire ça que pendant mes week-ends. Mes week-ends étant principalement le lundi. Les gens travaillent le lundi, voilà, ce genre de choses. Et je n'arrive pas à trouver un format qui me convienne, j'arrive pas à trouver une idée qui me convienne pour me sortir un peu du lot. J'arrive pas... J'ai une liste de personnes que j'aimerais interviewer. Ça par contre, je sais qui. Parce que, puis si on parle souvent, vous et moi, vous le savez, enfin vous pouvez vous en douter que vous êtes sur cette liste. Mais je n'arrive pas à me lancer. Parce que je ne sais pas comment m'y prendre. Et c'est un projet que j'aimerais énormément reprendre parce que vraiment quand j'étais sur le blog, c'était ce que je préférais parmi tous les articles que je faisais. Il y avait pratiquement, je crois, une interview par mois et c'était ce qui faisait le plus de vues, le plus de retours. Et j'adorais discuter avec vous. Vraiment, et puis de lire votre façon de travailler et ce genre de choses. Donc vraiment, c'est quelque chose que je réfléchis à remettre en place, mais que je réfléchis profondément depuis longtemps parce que je ne sais pas comment m'en sortir avec ça. Je sais pas du tout comment faire ça.
On arrive enfin dans la catégorie des questions catégorisées comme autres. On va parler un petit peu de tout dans ces quelques questions. Quand tu es dans un mood cosy, as-tu un jeu vidéo en particulier que tu aimes? Je suis jamais vraiment dans un mood cosy. J'ai beaucoup d'anxiété, moi je suis rarement calme. Quand ça va pas, je joue beaucoup à Minecraft. Minecraft, c'est un jeu qui me calme énormément, je saurais pas expliquer pourquoi. Pour parler de jeux vidéo, je joue principalement à Minecraft et Fortnite en ce moment. Je pense que je vais retourner me perdre dans Pokémon parce qu'il y a des nouvelles sorties et que je suis super excitée à l'idée de jouer à Pokémon. Des gamines, j'aimais beaucoup Professeur Layton. C'était des jeux dans lesquels je me sentais à l'aise et en sécurité. Je sais que ça peut sembler un peu idiot dit comme ça, mais c'est quelque chose que des gens peut-être un peu anxieux comprendront, le fait de se sentir en sécurité dans un jeu vidéo. J'ai énormément joué aux Sims quand j'étais gamine, parce que ça m'aidait énormément et que ça me permettait d'écrire des histoires. Les Assassin's Creed aussi, j'en ai joué plusieurs. Quand j'étais gamine, j'ai joué à énormément de jeux comme Call of Duty, beaucoup trop tôt. J'étais vraiment pas à l'âge de jouer à du Call of Duty. J'ai joué à Call of Duty, Wolfenstein, Far Cry, Medal of Honor, je crois. Quand j'étais gamine, je jouais à Insane Aquarium. C'était génial ça. C'était un aquarium avec plein de poissons et il y avait des aliens qui attaquaient tes poissons. Les jeux Zelda, c'est vraiment des jeux qui, moi, me... Je saurais pas expliquer, c'est des jeux qui me parlent. Dans la musique, dans les visuels. Twilight Princess sera toujours mon préféré. Et autant je ne relis pas mes bouquins, mais Twilight Princess, je le recommence tout le temps. Tout le temps. Breath of the Wild aussi, c'est un jeu qui me calme énormément. Je saurais pas expliquer pourquoi. C'est un jeu que j'ai terminé, Breath of the Wild. J'attends le prochain. C'est un Zelda, pour ceux qui connaissent pas. Et depuis que je l'ai terminé, des fois ça me prend. Je me balade dans le jeu. Je recommence même pas une partie, juste je me promène, je fais des trucs, je capture des animaux, je tue des petits monstres, voilà, et vraiment je me balade. C'est tout. Je fais rien, pas de quête, pas de voilà de grosses créatures, pas de... je me promène. Je vis ma belle vie dans Breath of the Wild. J'ai recommencé celui sur DS Phantom Hourglass des centaines de fois, je crois, sans déconner. Et j'ai jamais terminé Spirit Tracks. Le Spirit Tracks sur DS, je crois que je l'ai recommencé 4-5 fois et à chaque fois je suis bloquée dans le même donjon au même endroit. Parfois je regarde des let's play, je regarde beaucoup de let's play de Minecraft et des fois je regarde des let's play de jeux d'horreur et ensuite je fais des cauchemars. Je peux pas y jouer parce que déjà j'ai pas la console pour en règle générale. Moi j'ai une Switch, c'est tout, et l'ordinateur de ma petite sœur. C'est principalement les jeux auxquels je joue. Et j'ai une DS, mais une DS qui est en fin de vie, qu'on m'a offert quand j'avais 12 ans je crois, et qui est vraiment... à l'article de la mort maintenant, il n'y a plus rien, pratiquement plus rien qui marche. Déjà qu'elle est tenue jusque là, c'est un miracle parce que vraiment j'y jouais toute la journée, genre j'étais tous les jours dessus, tout le temps dessus parce que les jeux vidéo c'est vraiment mon truc. Voilà, je regarde des let's play de jeux d'horreur sur internet, sur YouTube ou sur Twitch et après je dors plus. Je suis incapable de regarder des films d'horreur, mais alors des let's play de jeux d'horreur, j'en mange à la pelle. J'ai très envie de jouer au dernier Life is Strange, c'est pour ça que j'ai pas regardé encore de let's play. J'ai regardé tous les let's play de Life is Strange 1, Life is Strange 2, Before the Storm aussi, et parfois chez plusieurs personnes pour voir les différences dans le scénario. Et j'ai très envie de jouer à True Colors. Vraiment, genre vraiment très envie. Je sais pas s'il est déjà sorti sur Switch, mais je pense qu'en janvier, je vais claquer ma thune dans des jeux vidéo. Ce que je ne fais jamais. En général, c'est dans des livres. En général, je me fais offrir mes jeux vidéo. Les deux questions suivantes, je vais les mettre un petit peu ensemble. C'est où tu te vois dans 2, 5 ou 10 ans et ton rêve idéal, disons, dans 10 ans, c'est quoi? Je ne suis pas le genre de personne qui parvient à me projeter parce que l'avenir me fait peur. Pas peur de vieillir en soi, j'ai des amis qui ont très peur de vieillir et qui ont peur de la mort par exemple. C'est pas des trucs qui me font peur, mais moi ce qui me fait peur c'est dans 10 ans d'être toujours au même endroit dans ma vie, c'est-à-dire toujours pas publié. Et donc du coup j'essaye de ne pas y penser. Moi ma vie, mon rêve idéal c'est d'être édité. Je radote un peu hein, mais ma vie, mon rêve idéal c'est d'écrire du moment où je me lève au moment où je vais me coucher et de ne faire que ça de mes journées et d'être édité et d'avoir des lecteurs et des lectrices et d'avoir mes romans dans mes mains et de ne bosser que sur ça, sur mes romans, l'écriture de mes romans, la promo de mes romans. C'est ça ma vie de rêve. Et je ne visualise absolument rien d'autre dans ma vie. J'ai quelques petits rêves ici et là, je vous en ai parlé sur mon site internet, de choses que j'aimerais faire. Par exemple, j'aimerais beaucoup écrire une mini-série ou écrire un jeu vidéo, enfin le scénario d'un jeu vidéo. Mais ça, ce sont des petits rêves sur le côté pour quand j'aurai écrit mes romans, fait publier mes romans, parce qu'ils sont écrits, fait publier mes romans. Mon rêve à moi, c'est ça. Et donc du coup, je ne me projette pas dans 2, 5, 10 ans, 135 ans, parce que j'ai cette peur au ventre de toujours en être au même stade, c'est-à-dire bah pas publier quoi.
alors que c'est la seule et unique raison que j'ai d'exister. Quoi ta série du moment? Lucifer et Supernatural. Ce sont pas vraiment mes séries du moment dans le sens où je les ai regardées récemment. Enfin, j'ai terminé Lucifer là, je sais plus quand c'est sorti, en septembre je crois. Et puis Supernatural, ça fait un moment que je me suis pas tapé un épisode. Je crois que ça fait 1 an et demi que j'ai pas regardé un épisode de Supernatural. Mais ce sont 2 séries qui m'obsèdent. Genre vraiment. Ce sont 2 séries qui m'ont énormément aidée personnellement, mais dont j'aime l'écriture sur beaucoup de choses, et dont j'adore les personnages, et où je me reconnais dans certains personnages. Je me reconnais beaucoup dans le personnage de Lucifer. C'est peut-être pas une bonne chose. Je me reconnais énormément aussi dans le personnage de Sam Winchester. Et ce sont des séries qui vraiment genre m'obsèdent. Genre de temps en temps quand je me fais chier, je vais sur YouTube et je regarde des scènes de la série et ça me fait du bien. Et enfin, la dernière question que j'ai notée, c'est quelle est ta journée idéale, mais je vous en ai déjà parlé. Je pensais pas en parler autant au cours de la vidéo, c'est pour ça que je l'ai noté, mais c'est ça, c'est de faire rien d'autre que d'écrire du matin jusqu'au soir et de n'avoir rien d'autre à penser que l'écriture. Je vous remercie encore de soutenir cette chaîne depuis 3 ans ou depuis le temps que vous vous êtes abonné. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je pense qu'elle a été très longue. Et je vous remercie de m'avoir posé des questions, elles étaient super intéressantes et super agréables. Si vous êtes arrivé jusque là et que vous voulez en savoir un peu plus sur moi, sachez qu'il y a déjà une FAQ de présente sur cette chaîne que j'ai fait en 2020 je crois. Donc vous pouvez aller voir celle-là ou aller voir une autre de mes vidéos. Je vous souhaite encore un bon dimanche, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. N'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous avez quelque chose à dire et je viendrai vous répondre. Merci de faire vivre cette chaîne, j'ai l'impression de l'avoir dit 14 000 fois mais merci, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi vous appréciez cette chaîne et ça me touche énormément de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à mon travail. Je vous aime très fort, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.